Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les allégations reçues ont été vérifiées et corroborées à travers une méthodologie spécifique et une vérification systématique des différents témoignages issus des sources indépendantes. Il faut reconnaître aussi que nous avons su relever, en tant qu'une œuvre humaine, les limites de notre rapport et la portée. Limites, il faut reconnaître que le travail que nous avons fait sur le territoire avec un certain nombre de points focaux et de partenaires, néanmoins, nous n'avons pas été sur tous les théâtres de manifestation. Et donc, parfois, c'est des collègues qui vont un peu plus tard, ou qui recueillent les informations à travers des témoignages. Donc, nous avons souffert aussi de la présence sur place, parfois, d'un certain nombre de personnes pour pouvoir faire la collecte des informations. Donc, on a eu les informations par témoignage, parfois. Tout ça aussi, c'est un travail que nous sommes en train de vouloir faire dans le cadre du maillage du pays que nous sommes en train de préparer. Donc, pour les jours à venir, une rencontre avec les acteurs pour faire un meilleur maillage du pays. Donc, le rapport à cette limite aussi. En outre, les besoins de confidentialité et de protection des sources. Vous allez voir que dans le rapport, nous n'avons pas mentionné les noms, en tout cas les victimes et un certain nombre de personnes n'ont pas été mentionnées. Nous avons mis seulement des sigles pour pouvoir protéger les sources et protéger les victimes. Et ça, c'est une recommandation qui est faite aux défenseurs des droits de l'homme de ne pas divulguer les sources ni les noms des victimes et de les protéger. Donc, c'est ce que nous avons donc fait. Et toutefois, les noms et les images que nous avons pris dans le cadre de ce monitoring sont des hommes qui sont garantis, dans ce rapport, sont garantis et protégés par les dispositions pertinentes. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas inventé les violations qui ont eu lieu dans ce pays, mais nous avons fait référence, nous avons eu pour viseur des tests internationaux ratifiés par le Togo. Et c'est en comparaison des faits et de ces tests que nous avons pu relever les violations constatées. Donc, le cadre juridique du droit de l'homme au niveau du Togo, nous l'avons ressorti. Le Togo, vous le savez, beaucoup le disent souvent, beaucoup d'acteurs en parlent, même les journalistes comme vous, que le Togo a ratifié beaucoup d'instruments. Donc, nous avons fait ressortir tous ces instruments qui ont trait aux droits de l'homme et aux libertés publiques fondamentales, que ce soit au niveau national et international, pour que, avant même de présenter les faits, on sache les tests que nous avons visés et que ces tests sont en fait des tests reconnus par le Togo lui-même et que ce n'est pas un travail inventé. Ensuite, nous sommes allés au rappel des faits majeurs pendant la période référencée. Nous avons parlé des manifestations, réunions publiques, situation globale des manifestations de l'UNIR. La période référencée, il y a des manifestations, celle du C14 et de l'UNIR, août 2017 à août 2018. Vous pouvez voir sur le graphique que les manifestations de l'UNIR non violentes, elles sont au nombre de 5. Les manifestations de C14 pacifiques sont au nombre de 19. Les manifestations émaillées de violence, celles parmi lesquelles il y a eu des violences, on a eu 27. Donc, au total, si on voit le tableau, c'est qu'en 1% les manifestations sont émaillées de violence, 11% non, et puis 30% pour l'opposition non. Donc, rappel des événements majeurs référencés pendant cette période, il faut aussi relever l'arrestation de l'imam Alpha Hassan Moula le 16 octobre 2017. Relever le dialogue qui a commencé le 19 février 2018 et les actions du gouvernement. Les actions du gouvernement sont entre autres un cadre qui a été créé, par exemple, pour que les acteurs de la société civile et les officiers puissent se retrouver avant et après les manifestations pour faire un certain nombre de débriefings. Ça a aidé à juguler un certain nombre de violations et à prévenir un certain nombre de violations parce que nous avons su améliorer les relations entre les forces de l'ordre et les organisations pour retrouver ces personnes. Nous vous dirons après les actions que nous avons pu faire
pour que ces personnes soient au niveau du CACIT, après les actions que le CACIT a pu faire pour ces personnes. À ce jour, vos investigations dans les centres et lieux de détention auprès du procureur général du ministre de la Sécurité n'ont pas permis de les retrouver. Voilà, comme je l'ai dit tantôt. Il y a eu les atteintes à la liberté d'expression, d'opinion et d'information. À un moment donné, et ça c'est la coupure d'Internet, ça nous a touché tous. Mais en tant qu'acteur de la communication, je pense que pour les journalistes, ça nous a aussi touché à plusieurs reprises la coupure de l'Internet. Il y a eu en part le travail des journalistes avec certains journalistes qui a été molesté. Nous avons le nom dans le rapport, mais nous les avons codés aussi. Moi j'ai failli commettre tout le goût. Et donc, deux journalistes au moins ont vu leur appareil confisqué et un autre a dû quitter le pays et dont l'appareil a été confisqué a été revitalisé. Il y a eu la situation des réfugiés, des déplacés internes. Les déplacés internes, les gens ont dû fuir des villes comme Sokodé, Mango, qui sont déplacés un peu partout dans le pays. D'autres sont allés se réfugier dans les brousses. D'autres encore ont quitté le pays pour aller se réfugier dans d'autres pays. On a pu référencer une visite au Ghana dans le district de Djerbouni au nord du pays à la date du 10 octobre a permis d'avoir un certain nombre de constats sur ces personnes qui sont déplacées, au moins à ce niveau-là. 496 Togolais, le 10 octobre déjà, 2017, étaient réfugiés à Djerbouni, dont 285 hommes, 104 femmes, 50 garçons, 57 filles, tous originaires du Mango. Atteinte à l'administration de la justice, mauvaise condition de détention après arrestation. Au moment de l'arrestation, jusqu'à la détention, le cas même de cette dame, l'illustre bien, il y a souvent des mauvais traitements qui sont infligés. Et vous connaissez les conditions de détention dans nos prisons. Donc, ce qui fait que, en réalité, les personnes qui sont détenues subissent donc ces conditions de détention qui sont mauvaises. Et donc il y a la procédure sommaire lors des jugements sans avocat dans certaines régions, par exemple. D'ailleurs, tous nous savons que le barreau est nommé, tous les avocats sont nommés. On n'attend pas que les avocats se déplacent, etc. Il y a eu des jugements, mais rapidement, on évacue les dossiers et les personnes sont condamnées ou parfois libérées. Il y a la situation des défenseurs des droits de l'homme. Il y a des menaces, des intimidations, des arrestations, des détentions des défenseurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons 3 défenseurs qui sont toujours en détention. Nous avons des entraves au travail des défenseurs, le CACIT par exemple, avec une organisation qui s'appelle FODES, qui fait dans le droit des enfants. Dans le cadre des monitoring, nous avons été empêchés au moins 2 fois, et donc nos collègues ont été même arrêtés, puis relâchés un peu plus tard dans le cadre de nos monitoring. Ça montre que notre travail n'est pas facile non plus sur le terrain, mais avec les échanges avec les autorités, nous avons pu finalement obtenir que ces personnes soient libérées. Notamment, on leur reprochait de prendre des photos lors des manifestations. Il y a eu les violences perpétrées par les manifestants aussi, qui fait partie que nous avons relevé comme des violences qui sont perpétrées pendant les manifestations. Et donc que l'État devrait faire des actions pour que les auteurs aussi soient punis. Le CACIT, les actions du CACIT. Donc, après qu'il y a eu cette violation, qu'est-ce que le CACIT, lui, il a fait concrètement pendant toute cette période? Plusieurs acteurs ont fait des choses, plusieurs défenseurs, plusieurs associations, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, de la société civile ont fait des choses dans la période. Nous sommes associés à certains, à d'autres pas, critiques ou pas. Nous voulons partager avec vous un certain nombre d'actions, un certain nombre d'actions que nous avons eu à faire pendant cette période. Nous avons donc, avec l'assistance des avocats, nous avons fait déplacer l'avocat de Lomé pour Kara Mango Sokoré, où il a assisté les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations avec des libérations que nous avons obtenues. Les avocats sont intervenus aussi à Lomé. Quand le président, quand le monsieur Assiba, son président de Régial, association membre du CACIT, a été arrêté,
un avocat membre du collectif des avocats du CACIT, s'est dépêché sur place. Nous étions nous-mêmes là. Nous lui avons apporté assistance médicale afin de venir un docteur, puis un autre à la prison. Et donc, nous avons acheté des produits pour lui. Nous avons fait cela pour celui qui vient d'être arrêté récemment, Sativi aussi. Nous avons fait l'assistance médicale à Sativi. Et donc, nous continuons par faire un certain nombre d'associations pour ces personnes qui sont des défenseurs de pays. Donc, à la prison civile de nommée à n'importe qui sur le côté Caramango, d'Apparon, nous avons fait des monitoring, aider les victimes en assistance médicale, sociale et psychologique. Le CACIT a fait comme action aussi un appel urgent. Au moment où la coupure de l'Internet était là, nous avons rapidement saisi les Nations Unies et puis l'Union africaine pour qu'ils puissent intervenir pour la reprise de la connexion Internet. C'est des appels urgents qu'on fait assez rapidement et donc ils doivent réagir envers les autorités assez vite pour mieux comprendre et si les faits pour lesquels le gouvernement a coupé la connexion ne sont pas justifiés, ils doivent normalement remettre la connexion. Nous avons aussi eu à faire un appel au groupe de travail sur les disparitions forcées. Nous avons porté plainte pour que les deux personnes, nous avons saisi ce groupe-là pour que les deux personnes qui sont disparues depuis le 18 octobre 2017 soient retrouvées. Parce que nous, on l'avait dit, nous avons saisi le procureur général qui a fait des investigations auprès des procureurs dans plusieurs prisons. Nous sommes allés même dans certaines prisons pour les retrouver, on n'a pas pu. On a saisi par courrier le ministère de la Sécurité, on n'a pas eu de réponse. Donc on a saisi le groupe de travail sur les disparitions forcées pour un volontaire qui actuellement doit être en train d'échanger avec les autorités, notamment pour que ces personnes soient retrouvées. Au moins que le gouvernement fasse diligence pour faire des actions concrètes pour démontrer sa bonne foi. Le CACIT a déposé donc en juillet 2018 7 plaintes devant le tribunal de Lomé pour des actes de torture, de mauvais traitements et violences volontaires. L'assistance psychomédicale du CACIT à Lomé, à Tapamé, Sokoré, Kara, Tapaon, voilà le tableau de l'assistance que nous avons fait en 2 personnes. À Lomé, à Tapamé, il y a 7, Sokoré, il y a 4, Kara, il y a 3, et puis Tapaon, ici, il y a 11. Donc voilà le type d'assistance que nous avons apporté aux personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations. Nous avons aussi fait le déplacement pour voir les réfugiés dans le Ghana. Donc en conclusion, la situation globale des manifestations se retrouve comme suit. Nombre d'arrestations pour les forces de l'ordre, 0. Pour les personnes, les manifestants, il y a eu 560. Nombre de personnes assistées par le CACIT, il y a 0 au niveau des forces de l'ordre. Ce n'est pas que nous n'avons pas essayé, nous avons essayé de voir dans quelle mesure on pourrait avoir des informations sur les forces de l'ordre qui à un moment donné étaient blessés, mais on n'a pas pu avoir accès pour pouvoir voir si on pouvait les assister. Donc, il y a eu 60 manifestants que nous avons assisté directement en matière d'assistance. Et puis le nombre de décès qu'on a pu enregistrer à l'époque, c'est 17 décès pour les manifestants, les civils, y compris les mineurs. Et puis nous avons enregistré 2 décès de forces de l'ordre. Nous avons enregistré le nombre de blessés. Il y a eu 394 pour les civils et 60 pour les militaires. Je pense que c'est un récap de tout ce que nous avions dit, le nombre d'assistants apportés par le CACIT, assistance juridique apportée par le CACIT. 201 personnes ont bénéficié de l'assistance juridique. Et donc pour les forces de l'ordre, on n'a pas eu à faire une quelconque assistance juridique pour les forces de l'ordre. Voilà à peu près la conclusion du travail que nous avons fait de tout le rapport. Ensuite, au niveau
recommandations. Nous avons fait des recommandations au gouvernement de mener des enquêtes pour que les personnes soient arrêtées, déférées devant les tribunaux et que justice soit faite conformément aux standards internationaux, de quelque bord que ce soit ces personnes-là, de quel degré ou niveau que ce soit ces personnes. Nous avons demandé de garantir la liberté de réunion et de manifestation, renforcer la capacité des forces de l'ordre aussi, parce que nous pensons que ça va aussi beaucoup aider à ce qu'ils comprennent bien leur mission et qu'ils le fassent dans les standards et selon les standards et normes internationaux. Aux acteurs de la société civile, nous avons demandé de définir, aux acteurs politiques plutôt, et partis politiques, nous avons de définir, mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation politique et citoyenne de leurs membres, de s'engager de bonne foi dans la résolution de la crise par la culture du dialogue, de concertation, de négociation pour la réalisation des idéaux de développement dans le pays. Pour la société civile, c'est de s'investir davantage pour les actions qui sont la sienne, de veille, de monitoring, plaidoyer, etc. Mais en toute objectivité et professionnalisme. D'accompagner les efforts des acteurs, notamment le gouvernement, les partis politiques, la communauté internationale dans la recherche de solutions pacifiques à la crise. La communauté internationale, c'est de poursuivre son appui et accompagnement au gouvernement togolais dans ses actions de développement et pour la résolution de la crise et pour la protection des défenseurs des droits de l'homme et le respect des droits de l'homme dans leur ensemble des libertés publiques fondamentales, de renforcer le professionnalisme des défenseurs des droits de l'homme à un accès accru aux ressources matérielles, financières et humaines, au programme de renforcement de capacités de partage d'expérience. La communauté internationale, donc, au final, va soutenir le processus de dialogue enclenché et accompagner la CEDEAO pour que nous puissions sortir définitivement le Togo de cette crise, pour que le développement soit une réalité durable dans notre pays. Je pense que j'ai fait le tour de ce rapport que nous avons eu à produire. Je vous remercie. Vos questions sont les bienvenues. Déclaration liminaire. Au moment où le monde entier commémore le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 20 ans de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, toute la communauté internationale et surtout les défenseurs des droits de l'homme s'interrogent sur les avancées enregistrées et comment relever les défis en matière de droits de l'homme de manière plus efficace et plus efficiente. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo vient, à travers cette conférence de presse, publier un rapport sur la situation des droits de l'homme et les libertés publiques fondamentales en lien avec la crise sociopolitique togolaise. Il veut aussi rendre hommage à tous les défenseurs des droits de l'homme de par le monde par la publication d'un bulletin spécial numéro 11 œil du Cassite titré « Silence, les victimes parlent ». Ce rapport, qui relève les acquis de son intervention en matière d'accompagnement des défenseurs des droits, des victimes et des détenus. La crise ouverte à la suite des manifestations violentes du 19 août 2017 et les événements qui s'en sont suivis jusqu'au 19 août 2018 ont renforcé le malaise social et le climat de défiance entre les acteurs. Cette crise a eu des répercussions sur l'évolution de la situation des droits de l'homme
et des libertés publiques fondamentales. En effet, la jouissance de plusieurs droits et libertés publiques garantis par les instruments internationaux et la Constitution togolaise a été remise en cause. Parmi ces droits, on enregistre des atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté et à la sécurité des personnes, à la liberté de manifestation et de réunion, des atteintes au droit à la liberté d'expression, d'opinion et d'information, de cas de torture et de traitements cruels, dégradants ou inhumains, des cas de disparition forcée, des atteintes à l'administration de la justice. Le rapport note aussi la situation préoccupante des défenseurs des droits de l'homme. Ainsi, le présent rapport fait le bilan de la situation des droits de l'homme pendant la crise sociopolitique qu'a traversé notre pays. Il se veut être un instrument de témoignage, d'information et d'analyse sur les différentes violations enregistrées durant la période. C'est un document de référence dans le cadre du suivi et d'évaluation de la situation des droits de l'homme au Togo en vue d'un plaidoyer dans la mise en œuvre effective des instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme et pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Après un travail de recherche et d'analyse des informations en sa disposition, le CACIT est en mesure d'établir qu'à ce jour, 19 personnes, dont 2 militaires et 4 mineurs, ont perdu leur vie. Sur les 19 personnes décédées, 6 sont mortes par balle, 5 des suites de torture et de mauvais traitements, 2 par noyade. En ce qui concerne les 2 militaires décédés, les éléments en possession du CACIT ne lui ont pas permis d'établir les circonstances exactes de leur décès. En outre, le CACIT n'a pas été en mesure d'établir la relation de cause à effet dans le décès des 2 autres personnes asthmatiques qui avaient inhalé des gaz lacrymogènes dont l'une a été empêchée par les agents de force de l'ordre et de sécurité de se rendre à l'hôpital et l'autre battue. Le CACIT a aussi noté un décès par accident à Lomé devant le consulat du Sénégal. D'après les témoignages recueillis sur place, cet accident est lié au fait que le conducteur du camion tentait d'échapper à l'agression des groupements de manifestants hostiles aux manifestations. De même, le CACIT a documenté au moins 350 cas de civils blessés en lien avec les manifestations. La plupart des blessés avaient été flagellés, matraqués et présentaient des hématomes et des confusions. Les seules informations que nous avons sur les forces de sécurité et les militaires blessés datent d'après les manifestations du 19 août 2017. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile faisant le bilan de ces manifestations a relevé 60 agents des forces de sécurité et militaires blessés. Au total, le CACIT a dénombré 560 personnes qui ont été arrêtées et détenues. La plupart ont retrouvé leur liberté.
53 personnes restent encore en détention. Au titre des actions du CACIT, 2 activités principales sont à noter. L'accompagnement psychomédical des victimes de violations des droits de l'homme, des actes de torture et de mauvais traitements, et l'assistance juridique aux personnes arrêtées et détenues. Sur l'assistance psychomédicale, au moins 60 personnes ont été prises en charge à Lomé, à Dakpamé, Sokolé, Kara et Dapaon, y compris les défenseurs des droits de l'homme. Certaines parmi ces personnes ont subi des interventions chirurgicales. Sur le plan juridique, au moins 200 personnes ont été assistées. Cet accompagnement s'est fait dans le cadre des actions de monitoring et autres interventions avec l'appui des avocats, membres du collectif des avocats du CACIT, qui ont contribué à la libération d'une centaine de personnes arrêtées. 7 plaintes ont été déposées devant le tribunal de Lomé. Le 27 septembre 2017, le CACIT a saisi le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression et le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique, en vue d'attirer leur attention sur les cas de violation de la liberté d'expression et d'information suite à la coupure de l'Internet dans le cadre des manifestations des 6, 7, 20 et 21 septembre 2017. Le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations Unies a été saisi en août dernier pour le cas de 2 personnes disparues depuis le 18 octobre 2017. Au regard des cas de violation des droits de l'homme et des libertés publiques fondamentales enregistrés pendant la période référencée, il y a lieu de relever qu'il y a une régression particulière au respect des engagements de l'État en matière des droits de l'homme. Cela est d'autant plus inquiétant dans la mesure où cette situation se présente seulement 1 an après le passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre de l'examen périodique universel où le pays a été encouragé pour ses efforts en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. D'ailleurs, l'article 13 de la Constitution dispose que l'État a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. À la lecture de cette disposition, il est à noter que l'État a l'obligation de protéger et de faire respecter la personne humaine dans son intégrité. Le CACIT reste préoccupé par le sort des victimes, l'impunité des auteurs présumés des actes de violation, de torture et de mauvais traitements, et particulièrement par l'inaction des autorités pour poursuivre les présumés auteurs des violations des droits de l'homme perpétrées dans le pays. On peut citer, à titre d'exemple, le cas récent de l'affaire de l'usage des produits périmés administrés aux patients du CHU Sylvanus Olympio. Le CACIT reconnaît les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'apaisement, notamment la création d'un cadre de concertation pour les monitoring. Le CACIT cite aussi dans ses conclusions la libération des personnes détenues en lien avec les manifestations. Il faut rappeler aussi la levée de la mesure de contrôle judiciaire de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, dans la procédure des incendies et la restitution des motocyclettes saisies à Lomé lors de la manifestation des 6
et 7 septembre 2017, entre autres. Toutefois, face à ces multiples atteintes aux droits de l'homme et aux libertés publiques fondamentales et à la menace qui plane sur la sécurité publique et la paix sociale, le CACIT recommande, entre autres, au gouvernement mener dans les meilleurs délais des enquêtes indépendantes, approfondies, crédibles, transparentes, impartiales sur les violations des droits de l'homme commises par des agents de l'État et par des personnes affiliées aux agents étatiques dans le cadre de la répression des manifestations. Les personnes décédées, blessées et disparues depuis le 19 août 2017 et de traduire en justice les auteurs présumés, quel que soit leur rang ou leur position en accord avec les standards internationaux. Mener dans les meilleurs délais des enquêtes indépendantes, approfondies, crédibles, transparentes et impartiales, en accord avec les standards internationaux pour identifier les personnes responsables des violences commises lors des manifestations. S'assurer que les conditions de détention de ceux qui ont été arrêtés répondent aux normes internationales en matière des droits de l'homme et de procès équitables. Garantir l'exercice de la liberté de réunion et de manifestation publique pacifique sur toute l'étendue du territoire national, sans exception conformément aux standards internationaux et dans le respect de la loi du 16 mai 2011, notamment en prenant des actes administratifs motivés et en s'abstenant de prendre des interdictions d'ordre général. Renforcer les capacités des forces de l'ordre et de sécurité sur le respect des droits de l'homme et des principes humanitaires dans l'accomplissement de leur mission régalienne de maintien et de rétablissement de l'ordre conformément aux standards internationaux en vigueur. Aux acteurs et partis politiques, définir et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation politique et citoyenne de leurs membres en vue du renforcement de la culture démocratique et du respect des droits de l'homme dans le pays. S'engager résolument et de bonne foi dans la recherche d'une solution durable à la crise sociopolitique togolaise, notamment en renforçant la culture du dialogue et de la concertation comme seul moyen de la négociation politique et de la réalisation des idéaux de développement. Faire preuve de retenue dans les prises de position et dans les propos en vue d'assurer la cohésion sociale et la paix. À la société civile, s'investir davantage en toute objectivité et professionnalisme à la surveillance des droits de l'homme et des libertés publiques en vue de contribuer efficacement à la protection des détenteurs des droits. Accompagner les efforts des différents acteurs, notamment le gouvernement, les partis politiques, la communauté internationale, dans la recherche d'une solution pacifique et acceptée par tous à la crise. La communauté internationale poursuivre son appui et accompagnement au gouvernement togolais dans ses efforts pour la réalisation de ses obligations internationales en matière de garantie et de protection des droits de l'homme et des libertés publiques fondamentales. Renforcer le professionnalisme des défenseurs des droits de l'homme par un accès accru aux ressources matérielles, financières et humaines, au programme de renforcement de capacités et de partage d'expériences. Soutenir le processus de dialogue politique et de mise en œuvre des différentes recommandations formulées par divers acteurs, notamment la CVJR, les confessions religieuses, la CEDEAO. Nous saisissons l'occasion
pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le CACIT est désormais doté du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social depuis le 3 août 2018. Ce qui lui permettra, entre autres, de prendre part aux travaux de l'ECOSOC et de ses organes subsidiaires et d'établir des relations avec le secrétariat, les agences, fonds et programmes de l'ONU. Pour finir, le CACIT voudrait d'abord remercier le secrétariat d'État aux droits de l'homme, le ministre de la Justice, le ministère de la Sécurité, la CNDH et l'administration pénitentiaire pour leur disponibilité et leur collaboration. Ensuite, nos remerciements à toutes les organisations de défense des droits de l'homme pour leur précieuse collaboration et les points focaux du CACIT pour leur engagement. Enfin, nos remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Pain pour le monde, le Programme des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Organisation mondiale contre la torture, International Bridge to Justice, UPR Info, le Centre pour les droits civils et politiques, le collectif des avocats du CACIT, les médecins et psychologues, ainsi que tous les autres acteurs dont les appuis multiformes contribuent à la réalisation de nos objectifs. Fait à Lomé le 18 septembre 2018, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.